J'assistais à mes propres funérailles, cachée parmi les personnes en deuil. Au fond de la chapelle du cimetière du Père-Lachaise, je voyais ma fille Chloé verser des larmes parfaitement calculées sur mon cercueil vide, tandis qu'elle recevait les condoléances de parents qu'elle connaissait à peine. La robe Chanel noire que je lui avais achetée l'année précédente tombait impeccablement sur ses épaules, et ses sanglots étaient faits musicaux, presque théâtraux. Elle avait toujours été une bonne comédienne. Mais ce qui me fit serrer les poings dans mes gants noirs, c'est de l'entendre murmurer à ma sœur Geneviève qu'il n'y avait pas de testament, que j'étais morte sans testament, et qu'en tant qu'enfant unique, tout lui reviendrait de droit. Le mensonge coulait de ses lèvres, avec la même facilité avec laquelle, des années auparavant, elle m'avait dit qu'elle m'aimait. Je suis ravie que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, et dites-moi en commentaire d'où vous écoutez mon histoire. Je suis curieuse de savoir où elle en est. 28 ans. C'est le temps qu'il m'a fallu pour bâtir ma boutique d'antiquités rue de Seine, au cœur du 6e arrondissement. J'ai commencé par vendre de petits objets aux puces le dimanche, puis j'ai loué une minuscule pièce où pouvait à peine tenir un bureau et 3 chaises, Louis XV. Je travaillais 16 heures par jour. J'ai appris à distinguer la véritable porcelaine de Sèvres d'une réplique. J'ai négocié avec des collectionneurs exigeants et des commissaires-priseurs arrogants. Et j'ai sacrifié mes vacances, mes week-ends et toute forme de vie personnelle pour transformer cet espace exigu en l'une des boutiques les plus réputées de Paris. Mon nom, Marguerite Dubois, est devenu synonyme de confiance sur le marché des antiquités. Des clients venaient de Genève, de Londres et même de Tokyo pour acheter des pièces que j'avais authentifiées. Mais tout ce succès, toute cette fortune patiemment accumulée, n'avait qu'un seul but: offrir à Chloé la vie que je n'ai jamais eue. Je l'ai élevée seule depuis que son père nous a abandonnés, alors qu'elle n'avait que 3 ans. Il est parti un mardi matin sans même laisser un mot, et je n'ai jamais regretté mon choix. Chloé était tout pour moi. C'est pour elle que je me levais à 5 heures du matin pour aller aux ventes aux enchères, que j'acceptais de travailler avec des clients difficiles, que je tirais profit de chaque sacrifice. J'ai financé ses études dans les meilleures écoles privées de Paris, ses 5 années à la Sorbonne pour son diplôme de droit, et je lui ai acheté son 2 pièces dans le Marais alors qu'elle n'avait que 23 ans. Quand elle m'a demandé de la nommer ma représentante légale, j'ai signé les papiers sans hésiter. Elle était ma fille, ma seule famille, et je lui faisais plus confiance qu'à moi-même. Durant toutes ces années, une autre personne a été à mes côtés. Sophie Moreau est entrée dans ma boutique il y a 20 ans, timide et âgée de 18 ans, alors stagiaire et ayant besoin d'argent pour financer ses études. Elle ne faisait pas la différence entre une chaise Empire et une chaise Régence, mais elle possédait quelque chose qu'aucune école n'enseigne: une loyauté sans faille et un cœur généreux. Je l'ai formée, je lui ai transmis tout mon savoir, et elle est devenue non seulement mon assistante, mais aussi ma confidente, ma partenaire de travail, et, sans que je m'en rende compte au début, la fille que Chloé aurait dû être. Sophie restait tard avec moi lorsque je devais cataloguer une nouvelle acquisition, m'apportait du thé quand j'étais fatiguée, me rappelait de prendre mes médicaments lorsque ma santé commençait à décliner. Elle me connaissait mieux que quiconque au monde. C'est pourquoi, lorsque j'ai décidé de faire mon testament il y a 2 ans, la décision était évidente. La moitié de mes biens irait à la Fondation de France, une association que j'ai toujours admirée, et l'autre moitié à Sophie, qui méritait chaque centime, non pas par lien du sang, mais grâce à des années de dévouement sincère. Chloé n'était pas contente quand je lui ai annoncé la nouvelle. Elle a même pâli et son regard a changé. Mais elle a souri, m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle comprenait que j'avais le droit de faire ce que je voulais de mes biens. J'aurais dû me douter alors que ce sourire était trop faux, trop calculé. 3 mois avant ma mort supposée, ma santé s'est véritablement dégradée.
Une grave pneumonie m'a obligée à rester hospitalisée 2 semaines. À ma sortie, j'étais faible, amaigrie, et j'avais du mal à respirer. Le médecin a été clair. J'aurais besoin d'un repos complet pendant au moins 6 mois, et ma boutique devrait être gérée par quelqu'un d'autre durant ma convalescence. C'est alors que Chloé a proposé son aide. Elle est arrivée à l'hôpital avec des fleurs coûteuses et ce sourire inquiet que j'aimais tant, annonçant qu'elle prendrait un congé de son cabinet d'avocat pour s'occuper de moi et de la boutique. Comment aurais-je pu refuser? Ma fille s'intéressait enfin à l'entreprise familiale, voulait enfin être près de moi. J'ai signé tous les documents qu'elle a apportés. Je lui ai donné un accès complet au compte bancaire, aux clés du coffre-fort, à tout. Sophie a exprimé son inquiétude, mais un regard l'a fait taire. Chloé était ma fille, et une mère fait toujours confiance à sa fille. Pendant les premières semaines, Chloé semblait vraiment dévouée. Elle allait au magasin tous les jours, servait les clients et avait même conclu 2 ventes importantes. Mais Sophie a commencé à remarquer des choses étranges. Des documents qui disparaissaient du dossier, des rendez-vous avec des avocats que Chloé prenait sans m'en informer, des conversations téléphoniques chuchotées qu'elle interrompait brusquement dès que quelqu'un entrait dans la pièce. Sophie a essayé de m'en parler, mais j'étais tellement désespérée de croire que ma fille avait enfin mûri, qu'elle se souciait enfin de moi et de l'héritage que j'avais bâti, que j'ai ignoré tous les signes. J'ai traité Sophie de paranoïaque. Je l'ai accusée d'être jalouse de ma relation avec Chloé. Les mots que je lui ai dits ce jour-là me font encore honte. Elle a pleuré, mais elle n'a pas quitté son poste. Elle a continué à travailler, à prendre soin de moi, malgré ma cruauté. C'est un jeudi après-midi que tout a basculé. Je m'étais suffisamment remise pour descendre au magasin, juste pour voir comment les choses avaient évolué. Chloé n'était pas là. Elle était partie à ce qu'elle appelait une réunion avec un client important. Sophie était dans l'arrière-boutique, et quand elle m'a vue, son visage s'est figé. Elle a verrouillé la porte, a tiré une chaise vers moi et m'a montré quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était une copie de sauvegarde du système de surveillance du magasin qu'elle avait secrètement installé le mois précédent sans m'en parler, car ses soupçons s'étaient intensifiés. Sur les enregistrements, j'ai vu ma fille, ma seule fille, ouvrir le coffre-fort où je conservais mon testament original. Je l'ai vu lire attentivement le document, son expression passant de la curiosité à la fureur. Puis, d'un geste délibéré et calme, je l'ai vu déchirer le testament en 1000 morceaux et les jeter dans la déchiqueteuse. La vidéo datait d'il y a 2 semaines. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. La pièce s'est mise à tourner et un instant, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Sophie m'a pris la main et sa voix calme m'a ramenée à la réalité. Elle m'a expliqué qu'il y avait plus. Grâce à l'accès de Chloé à mes comptes, ma fille avait commencé à virer de petites sommes sur un compte personnel. Des sommes qui, prises individuellement, semblaient anodines, mais qui, au total, atteignaient déjà près de 50 000 €. Elle avait aussi pris rendez-vous avec des agents immobiliers pour visiter l'immeuble où se trouvait ma boutique, comme si elle en était déjà propriétaire. Sophie avait tout méticuleusement consigné, chaque transaction, chaque rendez-vous, chaque mouvement suspect, car elle savait qu'un jour, je devrais voir la vérité de mes propres yeux. La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là n'était pas physique. Elle était bien plus profonde, bien plus dévastatrice. C'était la douleur de réaliser que la personne en qui j'avais le plus confiance, celle pour qui j'avais tout sacrifié, me voyait non pas comme une mère, mais comme un obstacle. Chloé ne m'aidait pas par amour. Elle précipitait ma mort pour accéder plus rapidement à l'héritage. Chaque tasse de thé qu'elle m'apportait, chaque pilule qu'elle me donnait, chaque geste d'attention que j'interprétais comme filial, était en réalité un compte à rebours. Elle attendait ma mort. Mais la douleur s'est alors transformée en autre chose. Ce n'était ni du désespoir, ni de l'apitoiement sur soi.
C'était une clarté froide et cristalline qui m'a fait me redresser sur cette chaise. Cette nuit-là, Sophie et moi sommes restées assises dans le bureau du magasin jusqu'à 3 heures du matin. Et c'est là que le plan a germé. Ce ne serait pas une vengeance ordinaire, pas une confrontation explosive où je hurlerais des accusations et où Chloé nierait tout en feignant de pleurer. Non, ce serait la justice poétique à l'état pur. Chloé avait détruit mon testament parce qu'elle voulait ma mort. Elle voulait que je disparaisse pour pouvoir hériter de tout. Alors je lui donnerais exactement cela. Je mourrais. Mais ce serait une mort à laquelle elle ne s'attendrait jamais et qui se retournerait contre elle de façon si dévastatrice qu'elle ne s'en remettrait jamais. Le docteur Henri Beaumont était mon médecin depuis plus de 15 ans. Un homme discret d'une 60aine d'années qui m'avait soigné avec honnêteté et attention tout au long de mes maladies. Le lendemain matin, Sophie et moi sommes allés à son cabinet sans rendez-vous. Et une fois la porte fermée, je lui ai tout raconté. Je lui ai montré les vidéos, les relevés bancaires. Je lui ai expliqué ce que Chloé avait fait et ce que je comptais faire. Il est resté silencieux de longues minutes, son regard studieux m'analysant comme s'il établissait un diagnostic. Puis, il m'a demandé si j'étais absolument sûre, si je comprenais les implications de ce que je proposais. J'ai répondu que je n'avais jamais été aussi sûre de rien de toute ma vie. Il a hoché lentement la tête et a dit qu'il m'aiderait, non seulement parce qu'il était mon médecin, mais aussi parce qu'il avait une fille et ne pouvait concevoir une trahison d'une telle ampleur. Le plan devait être parfait. Chaque détail devait être méticuleusement orchestré, car la moindre erreur, la moindre incohérence, et tout serait perdu. 3 jours plus tard, le docteur Beaumont m'hospitalisa pour ce qu'il diagnostiqua comme une insuffisance cardiaque aiguë. Chloé vint me voir, et l'inquiétude sur son visage était si convaincante que, si je n'avais pas connu la vérité, je l'aurais cru. Elle me prit la main et, de la voix tremblante d'une fille dévouée, elle interrogea le médecin sur mon pronostic. Le docteur Beaumont était d'une grande maîtrise. Il expliqua que mon cœur était faible, que les 72 heures suivantes seraient critiques, mais qu'ils feraient tout leur possible. Je vis une lueur dans les yeux de Chloé, cette lueur d'espoir, à peine dissimulée. Elle était calculatrice. Elle planifiait déjà les funérailles, elle se répartissait déjà mentalement mes biens. Pendant les 2 jours suivants, Sophie travailla sans relâche en coulisses. Elle contacta mon notaire, maître Laurent Fontaine, un homme méticuleux qui avait enregistré mon testament initial 2 ans auparavant. Elle lui expliqua la situation, lui montra les preuves, et ensemble, ils élaborèrent ce que Chloé n'aurait jamais pu imaginer. Un second testament, dûment enregistré chez le notaire, daté après celui qui avait été détruit, rendant ainsi ces morceaux de papier complètement caducs. Ce nouveau testament était encore plus explicite. Non seulement il répartissait mes biens entre la Fondation de France et Sophie, mais il comportait une clause d'inéligibilité, stipulant expressément que Chloé Dubois était exclue de l'héritage pour cause de mauvaise foi, destruction de documents et détournement de biens. Maître Fontaine alla plus loin encore. Il déposa une plainte auprès du parquet pour destruction de documents privés, faux et usage de faux, et escroquerie, en rassemblant toutes les preuves recueillies par Sophie. Le matin du 3e jour, le docteur Beaumont entra dans ma chambre à 6 heures, le visage grave. L'heure était venue. Il m'administra un léger sédatif qui ralentirait drastiquement mon rythme cardiaque et ma respiration jusqu'à des niveaux presque imperceptibles. Un état qui simulerait parfaitement la mort pour quiconque ne saurait la reconnaître. À 7h15, le moniteur cardiaque se mit à émettre ce bip continu et aigu que tout le monde reconnaît. Les infirmières accoururent dans la chambre et quelques minutes plus tard, Chloé arriva, essoufflée, les yeux écarquillés. Le docteur Beaumont, avec une expression de tristesse professionnelle, me recouvrit le visage du drap et prononça les mots qu'elle avait tant espéré entendre. Que j'étais mort d'un arrêt cardiaque, que cela avait été rapide et sans douleur, qu'il n'y avait plus rien à faire. Sous le drap,
ma respiration si superficielle que je ne la sentais même pas, j'ai entendu Chloé sangloter. Mais ce n'était pas un sanglot de douleur, c'était un sanglot de soulagement. Les obsèques eurent lieu 3 jours plus tard. Sophie m'avait cachée dans un petit appartement qu'elle louait sous une fausse identité dans le 10e arrondissement. Assez loin pour que personne ne me reconnaisse, mais assez près pour que je puisse revenir le moment venu. Pendant ces 3 jours, j'ai suivi, à travers un faux compte sur les réseaux sociaux, l'organisation de mes adieux par Chloé. Elle choisit le cercueil le plus cher, commanda une profusion de fleurs blanches, publia une photo de moi, souriante, avec une légende, disant combien je lui manquais et que j'avais été la meilleure mère du monde. Les commentaires se comptaient tôt par milliers. Des gens qui me connaissaient à peine présentèrent leurs condoléances. D'anciens clients partagèrent des souvenirs. Et Chloé répondit à chacun avec une gratitude sincère. Elle construisait son récit, se présentant comme la fille dévouée et endeuillée. C'était écœurant. Le jour des obsèques, Sophie m'a aidée à me déguiser. Nous avons teint mes cheveux en brun foncé. J'ai mis des lentilles bleues pour cacher mes yeux verts. J'ai enfilé une tenue noire discrète, achetée dans une friperie, et un voile épais qui couvrait la majeure partie de mon visage. Je ressemblais à une veuve victorienne en plein deuil, et c'était précisément le but recherché. Sophie m'a déposée à l'entrée du cimetière du Père-Lachaise à 9h30, une demi-heure avant le début de la cérémonie, et je me suis mêlée aux premiers endeuillés qui commençaient à arriver. J'ai tout vu. J'ai vu ma sœur Geneviève, qui ne m'avait pas adressé la parole depuis 5 ans, à cause d'une dispute futile au sujet de l'héritage de notre mère, pleurer à chaudes larmes et serrer Chloé dans ses bras comme si elles étaient les meilleures amies du monde. J'ai vu mes cousins éloignés, des gens qui ne s'étaient jamais intéressés à ma vie, mais qui étaient arrivés ponctuellement aux obsèques, espérant sans doute une mention dans le testament inexistant. J'ai vu d'anciens clients, des collectionneurs qui avaient y fait fortune grâce aux pièces que je leur avais vendues, lui rendre un dernier hommage. Et au centre de tout cela, telle une actrice sur la scène principale, se tenait Chloé. Elle portait la robe Chanel que je lui avais offerte, un maquillage léger qui rendait ses larmes encore plus sincères, et tenait un foulard de soie qu'elle portait à ses yeux, à intervalles parfaitement calculés. Elle saluait chaque personne d'une étreinte, de quelques mots de remerciement murmurés, avec cette vulnérabilité travaillée qui aurait trompé n'importe qui. Le prêtre a officié la cérémonie avec la solennité requise, évoquant ma vie de labeur et de dévouement à ma famille. Chloé lui avait fourni toutes les informations, naturellement remaniées, pour omettre tout ce qui ne correspondait pas à son récit. Selon le prêtre, j'étais une mère altruiste, qui avait tout sacrifié pour sa fille, une femme d'affaires respectée qui avait bâti un héritage, et une femme de foi qui reposait désormais dans la paix du Seigneur. On n'a pas mentionné Sophie, assise discrètement au fond de la chapelle, les yeux rougis par ses larmes. On n'a pas évoqué ses 20 années de dévouement, ses sacrifices, son amour sincère. Pour Chloé, Sophie était invisible, insignifiante, une simple employée qui serait licenciée dès que l'héritage serait officialisé. Quand ce fut au tour de Chloé de prononcer son discours d'adieu, j'ai eu la nausée. Elle est montée sur le petit podium, a pris une grande inspiration théâtrale et a commencé à parler de la façon dont j'avais été son inspiration, son pilier, sa meilleure amie. Elle a raconté des anecdotes sur ma prétendue générosité, sur la façon dont je la faisais toujours passer en premier, sur notre lien indéfectible. Chaque mot était un mensonge savamment orchestré, chaque souvenir soigneusement construit pour faire d'elle la victime parfaite de cette tragédie. Les gens autour de nous sanglotaient. Geneviève se cachait le visage dans les mains. Et puis Chloé a dit quelque chose qui m'a presque fait me lever et hurler sur le champ. Elle a dit que sa seule tristesse était que je sois partie sans laisser d'instructions claires concernant mes dernières volontés, qu'il n'y avait pas de testament, mais qu'elle honorerait ma mémoire en prenant soin de tout ce que j'avais construit, comme si c'était mon souhait le plus cher.
Le mensonge sortait de sa bouche avec une telle assurance que même moi, connaissant la vérité, j'ai failli y croire un instant. Elle semait la graine, déclarant publiquement qu'il n'y avait pas de testament, qu'elle était la seule héritière légitime. La lecture officielle du testament était prévue 10 jours après les obsèques, à la mairie du 6e arrondissement, comme Chloé l'avait demandé à l'état civil. Elle souhaitait officialiser rapidement sa qualité d'unique héritière, s'assurant ainsi que tous les documents soient traités avant que des complications ne surviennent. Maître Fontaine, mon notaire, avait accepté sans hésiter cette date, ce qui ne fit que renforcer la confiance de Chloé. Elle était loin de se douter que chaque pas la rapprochait un peu plus de son propre piège. Ce mardi matin-là, j'arrivai à la mairie à 9h, 1 heure avant l'heure prévue. Sophie était avec moi et nous attendîmes ensemble dans une salle attenante que Maître Fontaine avait réservée. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles, mais ce n'était pas de la peur, c'était de l'impatience. C'était la même sensation qu'il y a des années, lorsque je concluais une affaire importante. Cette certitude absolue que tout était en place, que la victoire était inévitable. À 9h50, nous entendîmes des voix dans le couloir. Chloé était arrivée, et elle n'était pas seule. Elle avait amené Geneviève, des cousins, et même 2 collègues avocats du cabinet où elle travaillait, sans doute pour donner plus de crédibilité à la situation. Ils entrèrent tous dans la salle de réunion, s'installèrent autour de la grande table en acajou, et Maître Fontaine prit place en bout de table. Il commença par les formalités d'usage, expliquant que nous étions réunis pour discuter de la succession de Marguerite Dubois, décédée 13 jours plus tôt. Chloé, assise bien droite, les mains croisées sur la table, affichait une mine grave. Elle avait apporté un dossier noir où elle conservait sans doute les documents prouvant son identité, notre lien de parenté, tout ce qui serait nécessaire pour réclamer l'héritage. Maître Fontaine ouvrit son dossier, ajusta ses lunettes, puis dit quelque chose qui fit froncer légèrement les sourcils à Chloé. Il expliqua qu'avant de procéder à la lecture des documents, un point préliminaire devait être éclairci et que, pour cela, il avait convoqué un témoin essentiel. C'est alors que Sophie se leva de la pièce attenante, ouvrit la porte et que j'entrai. Le silence qui suivit fut absolu. Ce n'était pas seulement un silence de mort, mais un vide sonore si profond qu'il semblait aspirer tout l'oxygène de la pièce. Geneviève devint blanche comme un linge. Un des cousins porta la main à sa bouche. Les avocats de Chloé échangèrent des regards perplexes. Et Chloé, ma très chère fille Chloé, restait immobile, les yeux grands ouverts fixés sur moi, comme si elle voyait un fantôme. Techniquement, c'est exactement ce qu'elle voyait. Je m'assis sur la chaise vide à côté de Maître Fontaine, retirai l'écharpe qui me couvrait encore une partie du visage et pris enfin la parole. Ma voix était calme, ferme, sans la moindre trace d'émotion excessive. J'expliquais que ma mort avait été mise en scène, que le docteur Beaumont m'avait aidé à simuler une crise cardiaque, que le cercueil enterré au Père-Lachaise ne contenait que des poids équivalents à mon propre poids. J'expliquais que j'avais agi ainsi car j'avais découvert que mon testament original avait été volé et détruit par ma propre fille et que je devais être sûre de ses intentions avant de prendre toute décision définitive concernant ma succession. Chaque mot était un coup de marteau et je vis Chloé se recroqueviller sur sa chaise comme si elle recevait un coup violent. Maître Fontaine ouvrit alors le dossier complet. Il ne s'agissait pas d'un seul document, mais de dizaines. Il présenta d'abord le second testament, dûment enregistré chez le notaire et daté de 3 semaines auparavant, donc postérieur à celui qui avait été détruit, ce qui en faisait le seul document valable. Il en lut à haute voix les dispositions. 50% de tous mes biens à la Fondation de France, 50% à Sophie Moreau, et l'inclusion d'une clause d'irrecevabilité excluant explicitement Chloé Dubois de l'héritage en raison d'actes de mauvaise foi avérés. Ensuite, il présenta les preuves. Les enregistrements de vidéosurveillance montrant Chloé détruisant le testament
les relevés bancaires faisant état des virements non autorisés, les courriels échangés avec des agents immobiliers, évaluant le magasin comme si elle en était déjà propriétaire. Et enfin, la plainte formelle déposée auprès du parquet pour destruction de documents privés, détournement de fonds et escroquerie, déjà enregistrée et en a. Cours d'instruction. Chloé tenta de parler, la bouche grande ouverte comme celle d'un poisson hors de l'eau. Mais aucun mot ne sortit. Il n'y avait aucune défense possible. Les preuves étaient irréfutables, consignées, certifiées, officielles. Geneviève se leva brusquement et quitta la pièce sans dire un mot. Ses cousins la suivirent. Les avocats de Chloé murmurèrent des excuses gênées et déclarèrent devoir se retirer immédiatement de l'affaire, car représenter une personne dans une telle situation constituerait un conflit d'intérêts et une possible complicité. En quelques minutes, Chloé se retrouva seule dans la pièce, hormis Sophie, Maître Fontaine et moi. C'est alors que je lui ai dit la seule chose qui devait être dite. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas seulement perdu son héritage, mais quelque chose de bien plus précieux que tout l'argent du monde ne pourrait jamais racheter. Ma confiance, mon respect et l'amour inconditionnel d'une mère. Je lui ai dit que j'avais passé 28 ans à bâtir un héritage non pas d'objets et de possessions, mais d'intégrité et d'honneur, et qu'elle avait tout gâché par cupidité. Je me suis levée, j'ai pris la main de Sophie, et nous avons quitté la pièce sans nous retourner. Dans les mois qui suivirent, l'histoire se répandit comme une traînée de poudre dans le milieu des antiquaires parisiens. Chloé perdit son emploi au cabinet d'avocat lorsque l'accusation fut rendue publique. Aucun autre cabinet ne voulut l'embaucher. Sa réputation fut ruinée non par moi, mais par ses propres agissements exposés au grand jour. Quant à moi, je rouvris ma boutique avec Sophie comme associée. Nous développâmes l'activité, ouvrîmes une seconde boutique à Lyon, et notre clientèle s'accrut encore davantage à mesure que l'histoire de ma résurrection devint légendaire parmi les collectionneurs. Sophie épousa un restaurateur de meubles bienveillant qui la traite comme une reine. Et aujourd'hui, elle est pour moi comme une fille, bien plus que Chloé ne l'a jamais été. J'ai appris que la famille ne se définit pas par les liens du sang, mais par la loyauté. J'ai appris que la confiance est un don précieux qu'il ne faut accorder qu'à ceux qui en sont dignes. Et j'ai appris que la véritable justice ne consiste pas à faire du mal à ceux qui nous ont fait du mal, mais simplement à laisser la vérité suivre son cours. Chloé a creusé sa propre tombe avec ses mensonges, et je lui ai simplement tendu la pelle. Aujourd'hui, je vis entourée de personnes qui m'ont choisi autant que je les ai choisis, et il n'y a pas d'héritage plus précieux au monde.